Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Depuis que l'homme est homme, il veut connaître son avenir. Et ce soir donc, nous allons ouvrir le dossier de la voyance. C'est un dossier sensible car dans ce domaine, malheureusement, il existe beaucoup d'escroqueries. Mais il existe aussi des hommes et des femmes qui ont ce talent si particulier de voir l'avenir. Alors, dans quelles conditions, pourquoi ce phénomène se produit-il? Avons-nous tous peut-être cette capacité? Durant 2 heures, avec vos témoignages et nos invités, nous allons tenter d'apporter, si ce n'est des réponses, au moins des débuts de pistes de réponses à ces questions. 0826 300 300, vous le savez, notre standard est à votre disposition. Alors venez participer au débat, nous apporter votre témoignage si vous avez consulté une ou un voyant, nous apporter votre témoignage si vous avez l'impression d'avoir été abusé, vous nous appelez pour mettre en garde ceux et celles qui nous font l'amitié de nous écouter, et vous nous appelez également si vous pensez avoir vécu comme ça un jour par hasard un flash de voyance. 0826 300 300. 3 invités sont donc, je vous l'ai dit, avec nous ce soir pour commencer notre grand témoin, une voyante, Yolande de Châtelet. Je suis tellement ravi de vous recevoir que j'en bégaye. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Ça faisait longtemps Merci. quand même qu'on ne s'était pas retrouvé autour d'un micro. Oui, c'est vrai, ça fait quelques années. C'est vrai, oui, ça se compte en années, ça ne nous rajeunit pas tout ça. En tout cas, vous avez ce talent ou ce don de voyance, on va voir ensemble comment vous le définissez. Vous avez participé volontiers à plusieurs expériences avec des scientifiques, on va en parler également. Pendant des années, oui. Ouais. Et vous avez un rapport très particulier également avec l'argent, ça aussi. On verra comment vous fonctionnez. On parlera de tout ça pendant 2 heures. Juste en face de vous, Jocelyn Morisson, bonsoir. Bonsoir. Un habitué de l'émission. Merci de nous Vous réinviter. êtes journaliste scientifique, vous étiez avec nous la dernière fois lorsqu'on a parlé des NDE, ça a été une émission absolument passionnante et fascinante avec Jean Morzel qui est venu témoigner, nous apporter son vécu qui était absolument extraordinaire. Alors, vous êtes mon invité également ce soir car vous avez écrit un livre qui s'intitule La voyante et les scientifiques sur Yolande de Châtelet. Justement, vous vous êtes penché sur son cas, sur ses capacités à prédire l'avenir, à entrouvrir cette porte mystérieuse vers l'avenir, et vous avez écrit un livre qui est paru aux éditions des Trois Orangers. Oui, tout à fait. Avec également une deuxième partie. La première partie est sur Yolande, mais la deuxième partie est sur le phénomène de voyance et ceux qui l'ont produit en règle générale. Hein. Voilà, j'ai essayé d'élargir un petit peu le sujet à des expériences qui traitent de près ou de loin de parapsychologie. Ouais. Alors avec nous, un peu plus loin, en France, il est dans Lyon, Bertrand Meus, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends fort bien. Vous allez bien ? Ça va très bien. Alors vous êtes professeur en philosophie, vous êtes docteur en sociologie, membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Vous avez publié des ouvrages sur le thème de la voyance et je compte sur vous pour être ce soir notre référent scientifique et nous apporter d'abord vos connaissances dans ce domaine et puis répondre aux questions que vont nous poser les auditeurs au 0826 300 300 et analyser avec nous, avec Jocelyn et Yolande de Châtelet qui est avec nous, les témoignages des gens qui vont nous appeler s'ils ont vécu un phénomène de voyance, s'ils sont allés consulter une voyante ou un voyant. Donc Bertrand Meus, vous restez avec nous jusqu'à minuit si vous le voulez bien. D'accord. Yolande de Châtelet, je vais commencer directement avec vous parce que on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez ce talent particulier de voir l'avenir concernant ceux et celles qui viennent vous rencontrer. Alors, vous vivez régulièrement ce type de phénomène. Première question, la première fois, ça vous est arrivé de quelle manière? Est-ce que vous étiez jeune? Est-ce que... Ah, mais j'étais très jeune puisque ça m'est arrivé, j'avais 10 ans. Enfin, je ne savais pas que c'était de la voyance. D'accord, Quand ouais. on est jeune, qu'on a 10 ans. Et puis, après, il y a eu des phénomènes comme ça qui s'imposaient à moi. Quand j'étais dans ma chambre, je voyais sur les murs de ma chambre, je voyais des visages, il y avait des lieux. Et vous pouvez être sûr que quelques jours après, se passait, ou dans le lieu que j'avais vu, il se passait quelque chose, où je rencontrais la personne dont j'avais vu le visage. Ce qui fait dire que maintenant, de la façon dont je travaille, c'est toujours pareil. Je vois les visages et je vois des lieux et je vois voilà. C'est comme une sorte de cinéma, de photo, comment? Je dirais que c'est comme un film, mais c'est toujours en noir et blanc, hein.
D'accord. C'est toujours en noir et blanc. Ouais. Et quand je travaille chez moi avec ma Mancy, Oui, on en alors parlera tout à l'heure on d'ailleurs. en parlera et ça fait exactement la même chose. Hein. Ouais. C'est en noir et blanc, mais ça s'impose à moi. Comme quand j'étais petite, ça s'impose à moi. C'est-à-dire un visage vient. Par exemple, une personne arrive, elle ne me dit rien. Et je vois un visage, et là, à ce moment-là, je lui dis, mais madame, vous venez pour votre fille, vous avez une fille. Elle me dit oui. Alors moi, j'ai dit, écoutez, j'ai le visage, des fois je peux le détailler. Oui. Alors qu'elle ne pensait même pas à sa fille à ce moment-là, quand elle est venue. Mais dites-moi, quand on a 10 ans et qu'on voit ce genre d'images, de petits films comme ça se projeter sur les murs de votre chambre, comment réagissait la petite fille Yolande? La petite fille, elle réagissait, elle en parlait à personne du reste. Hein. Ah oui. Ah non. Et non, je gardais tout pour moi. Il y a que mon frère j'avais 2 frères et j'ai un frère que je mettais un petit peu dans la confidence. Ouais. Mais lui, pareil, il était un petit peu plus âgé que moi, mais vous savez. Bon, puis alors après, avec les années passant, quand j'étais jeune fille, après j'étais organisatrice de spectacles et tous les gens que je voyais, je leur disais attention, prenez pas votre voiture ce soir. Ou si je voyais un couple pour la première fois qui se rencontrait, je leur disais. Dans un an, même pas, vous êtes mariés. Et ça arrivait. Et ça arrivait. Mais c'est tout. Mais ce qui a vraiment déclenché, c'est mon arrivée à Toulouse. Ah oui. Ah oui. Là, ça a été quelque chose de... c'est-à-dire avec l'histoire du bois brûlé, qu'on appelle. Racontez-nous cette fameuse histoire. L'histoire du bois brûlé qui est dans le livre et dont on a beaucoup parlé. Eh bien, j'étais en train de faire les courses, je rentre chez moi, il était 18h, et puis je sens une odeur de bois brûlé. Mais vraiment une odeur de oui, vous le sentez, quoi. C'était, je regarde, j'ai dit, il y a quelque chose qui brûle. Je vais dans toutes les pièces, je regarde, rien. Ma fille rentre de l'école, je lui dis, écoute Muriel, il y a quelque chose, ça sent le bois brûlé. Alors elle me dit, mais moi je sens rien. Bon. Je me couche, mes têtes d'oreiller, mes draps sentaient le bois brûlé. Mais vraiment. Ouais. Le lendemain matin, le téléphone sonne. Mon mari, qui se trouvait à ce moment-là à Stavanger, en Norvège, m'appelle et me dit, bon, tu sais qu'hier soir, j'ai été obligé d'évacuer l'hôtel très vite parce que tout était en flammes, et là-bas, c'est en bois. D'accord. Et moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, puisque à la radio passait Monsieur Rémi Chauvin. Oui, bon. Le grand scientifique, oui. Voilà, qui parlait déjà de phénomènes, mais lui, c'est avec les fourmis, avec tout ça. Bon. J'ai dit, après tout, pourquoi je ne l'appellerai pas? Donc, on me le passe hors antenne. Je l'ai hors antenne, et là, il me dit, oh là là, madame, je veux absolument vous rencontrer très vite, parce que vous venez de faire une voyance olfactive par l'odorat. Oui. Et c'est très, très rare, c'est un cas unique. Donc, il a voulu me rencontrer, je suis montée à la Sorbonne, on a parlé, et de là, il m'a dirigée vers le laboratoire de parapsychologie du professeur Lignon. Oui, à la faculté de Toulouse. À la faculté de Toulouse. Oui. Alors dites-moi, revenons quand même à ces phénomènes que vous vivez régulièrement, depuis l'âge de 10 ans. Ça, c'est le premier souvenir, enfin aussi loin, disons. Mais ça ne vous a pas troublé parce que vous avez dû vous dire, les autres vivent peut-être la même chose, voilà, ou peut-être moi j'ai pas. toujours pensé, quand j'étais jeune, je pensais que tout le monde était comme moi, que tout le monde avait ce don, que tout le monde était comme moi. Vous voyez, Et oui. C'est normal. Et c'est qu'après, quand même, que je me suis rendu compte que non. Que non. Donc là, vous l'avez gardé secret. Oui, mais non, après, je ne l'ai pas gardé secret. Hein. Après, en étant au laboratoire et tout, non, là, je ne l'ai plus gardé secret. Hein. Mais je n'ai jamais dit, je suis une voyante, vous voyez, jamais. Et je m'étonne toujours. Ça vous surprend toujours que ça fonctionne? Ça me surprend toujours. Je suis toujours surprise, moi. Mais dites-moi, comment, parce que le mécanisme est quand même extraordinaire, ce phénomène de voyance, de voir comme ça. C'est incroyable. Des fois, je me dis, mais pourquoi? Et puis, c'est vrai qu'il faut pas que je me pose trop la question. C'est comme ça. Et alors, vous savez que j'ai des amis prêtres qui, pourtant l'Église est contre ça un petit peu, mais moi j'ai des amis prêtres et même bénédictins avec qui que j'aime beaucoup, qui m'aiment beaucoup et qui
qui me disent que j'ai vraiment un don. Alors eux, on en parlera tout à l'heure, eux me disent que j'ai ce don, surtout parce que moi je suis bénévole. Ouais. Alors donc, voilà, il y a ça aussi. Hein. Oui. Il y a ça aussi. Ça, c'est votre manière d'analyser ce que vous vivez. C'est quoi. ma manière d'analyser et d'essayer de... Moi, il y a toujours un petit coin de ciel bleu quelque part. Même les gens, quand ils arrivent et qui sont vraiment pas bien, même il y a des cas vraiment difficiles, mais il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va aller mieux. Ouais. Là, je me tourne vers Bertrand Meust qui est avec nous par téléphone. Bertrand Meust, que pensez-vous de cette voyance olfactive que Yolande ait sentie comme ça dans sa maison, jusqu'à dans son lit, cette odeur de bois brûlé alors que son mari était à 1000 kilomètres de là, même plus, dans un hôtel qui était en train de flamber, un hôtel qui était en bois. C'est moins rare que ne le dit Rémi Chauvin, pour lequel j'ai la plus grande admiration par ailleurs. Ouais. Mais sur ce point, c'était des phénomènes qui ont été assez régulièrement observés. Je peux vous en citer un. C'était la fameuse Léonie le Boulanger avec laquelle Richer, Myers, etc. expérimentaient au Havre en 1800... je me souviens plus exactement l'année, 85 je crois. Ouais. Et donc un jour on essaie de porter la voyante, on demande à la voyante de décrire le laboratoire de Richer. Alors elle s'exclame mais ça sent le brûlé, et ensuite elle décrit un incendie. Ouais. Et puis ce qui s'est avéré, c'est que ce jour-là, le laboratoire de Richer avait brûlé. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, donc il n'y avait aucun moyen de le connaître. Ouais. Et donc, en réalité, les voyances portent souvent par les canaux sensoriels. Les gens entendent des voix. Alors, c'est vrai que l'odorat est moins souvent cité, mais ça fait tout à fait partie d'un scénario assez bien connu, en fait. Donc, on commence par percevoir, si vous voulez, un thème comme ça affectif ou sensoriel, et ensuite on entre dans la vision proprement dite, c'est-à-dire que la chose se décante en réalité. Ouais. Mais alors, dites-moi, on va essayer de répondre à cette question tout au long de la soirée. Selon vous, Bertrand Meust, qui vous êtes penché quand même sur ce phénomène, pourquoi Yolande de Châtelet vit ça, et pourquoi pas vous, Jocelyn Morisson ou moi? Alors ça, si je le savais, je serais prix Nobel. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a le confinement spatio-temporel des gens n'est pas absolu. Il y a des fuites. C'est-à-dire que certaines personnes ont la capacité de passer à travers les limites du temps, de l'espace, etc. Au moins, il y a des fuites dans le système. Si vous voulez. Alors, pourquoi certaines personnes plutôt que d'autres, c'est impossible à savoir. On a, par exemple, pour ce qui est des phénomènes spontanés, on a une indication très précise, c'est que ça se passe en général au moment de forts chocs émotionnels. Par exemple, je viens de faire une étude sur l'histoire du Titanic, qui a donné lieu à de très nombreuses perceptions extrasensorielles, soit des prémonitions, soit des visions à distance. Alors là, ce sont des gens qui avaient des personnes, des proches à bord du Titanic et qui subissaient le choc affectif qu'ils éprouvaient. Donc là, le phénomène le plus fréquent de la parapsychologie, c'est le phénomène de la perception de quelqu'un qui est en train de mourir ou qui est dans un danger de mort. Donc là, on a au moins une indication, c'est qu'un violent choc affectif permet de briser cette espèce de confination, de carcan qui nous enferme, vous voyez. Mais pour ce qui est des gens qui sont doués naturellement pour ça, pourquoi eux, pas d'autres, je ne peux pas le dire, c'est impossible à savoir. On sait que c'est plus ou moins héréditaire, enfin du moins on le suppose. Mais pas toujours. Non, il n'y a pas de règles qui permettent de... Yolande, je me tourne vers vous avant de faire une première pause. Est-ce que quelqu'un dans votre famille avait ce talent ou ce don ? Eh bien, ma mère, je pense. Ma mère, quand elle disait des choses, c'est vrai que
ça se produisait. Mais ma mère en avait peur. Ma mère voulait pas en entendre parler. Donc elle le refoulait alors peut-être. Donc elle le refoulait, oui. Ouais. Mais voilà, il y a peut-être une hérédité de ce côté-là. Il y a quand même une hérédité. D'accord. Yolande de Châtelet, vous restez avec nous. Une première pause. Jocelyn Morisson également, évidemment Bertrand Meheust. Une première pause. Le temps pour vous de nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Yolande de Châtelet, à Bertrand Meheust ou Jocelyn Morisson qui sont avec nous, qui sont les spécialistes de ce type de phénomène, qui se sont penchés sur des cas précis, qui les ont étudiés, décortiqués. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions ou vous éclairer si vous pensez avoir vécu un phénomène de voyance. 0826 300 300, les aventuriers de l'étrange. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit sur Sud Radio. Simple Plan sur Sud Radio, Welcome to my life, les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Nous parlons ce soir de la voyance avec plusieurs invités. Nous attendons également vos questions. N'hésitez pas, venez nous rejoindre, participer au débat, nous raconter également si vous avez vécu vous-même un phénomène de voyance. 0826 300 300. Cyril est fidèle au poste, au standard. Il vous attend. Parmi nos invités ce soir, Yolande de Châtelet, qui est notre grand témoin, qui est voyante, qui vit des phénomènes de voyance très régulièrement. Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique, et puis notre référent scientifique, Bertrand Meheust, qui est entre autres membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut métapsychique qui est à Paris, l'Institut métapsychique international, j'avais oublié une lettre. Yolande de Châtelet, racontez-nous un exemple d'une voyance comme ça dont vous vous rappelez et qui vous a vraiment marqué. Il y en a eu plusieurs qui m'ont marqué. Moi, il y en a une que je trouve belle. Enfin, oui. Une femme d'une quarantaine d'années vient me voir et puis me dit bon voilà, je suis seule, je n'ai pas rencontré l'amour encore. Bon, alors je me concentre et puis sur ce linge sort un cerf, la tête d'un cerf. Et un vase magnifique. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi c'est là? Un cerf et un vase. Bon, l'information arrive. Je lui dis, madame, écoutez, quand vous allez rencontrer, sur votre route, vous allez être invité, ou je ne sais pas, mais quand il y aura un vase, et il y a la tête d'un cerf, à ce moment-là, je pense qu'il doit se passer des choses. Bon, elle a dû dire en sortant, Yolande de Châtelet, ça va pas bien. Et puis, elle me téléphone 6 mois après, à peu près 6 mois. Et puis, elle me dit, il faut que je passe vous voir. Ah bon, ben venez. Elle me dit, ça y est, j'ai rencontré l'amour. Ah bon? Alors, elle me dit, bon, j'ai été invitée, alors je peux dire où? Dans l'Ariège. J'ai été invitée chez un monsieur, j'étais avec une amie, où je lui avais raconté que j'étais venue vous voir, vous savez, entre amis. Et là, elle me dit, je rentre chez ce monsieur, déjà un vase magnifique sur la table. Alors elle lui dit, mais parce que je lui avais dit que c'était un vase de collection. Alors il lui dit, oui, en effet, j'ai ramené ça de Chine, c'est un vase de collection. Bon, il passe à table. Elle regarde partout, pas de cerf, pas de cerf. Il y avait même pas de forêt autour. Bon, pas de cerf. Et arrive le dessert. Sur le gâteau, la tête d'un cerf. Non. Oui. Et ce soir-là, eh bien, elle est restée chez ce monsieur. Génial. Et c'était le grand amour. Et quand elle a dû voir arriver le cerf, elle a dû se dire, voilà. Oh, mais elle a tout de suite, forcément, à son ami, regarde. Il y a le cerf. C'est fabuleux, ça. Ah, c'est fabuleux. En plus, c'est très poétique, c'est très joli comme histoire. Jocelyn, vous qui avez travaillé avec Yolande pour publier ce livre, donc je le rappelle, qui s'intitule La voyante et les scientifiques aux éditions Les Trois Orangers, je me tourne vers vous pour... qu'est-ce qui vous a marqué, vous, comme voyance concernant Yolande de Châtelet? Eh bien, écoutez, je peux raconter une de ces voyances les plus spectaculaires, probablement, qui remonte à l'époque où donc Yolande travaillait avec Yves Lignon, et dans le cadre d'un protocole de routine, disons, ils avaient convenu que si elle avait un flash ou des impressions persistantes, disons plus fortes qu'à l'habitude peut-être, elle devait lui téléphoner, donc pour le prévenir. Bon, ce qui permettrait ensuite de vérifier, bien entendu, la validité de la voyance. Et ce soir-là, donc c'était en novembre 85, elle lui téléphone pour lui dire. Alors, elle était manifestement bouleversée. Le ton de la voix était différent d'habitude. Et ce soir-là, elle dit donc je vois des éruptions, des explosions, des choses très violentes, des écroulements, des éboulements, etc. Et elle dit je vois une petite fille qui se noie. Et elle ajoute et j'ai l'impression que le monde entier la regarde.
Donc voilà, en substance, les termes de cette voyance. Qui était probablement traumatisante également pour Yolande. Et donc, Yves Lignon prend note de ces éléments. Et 4 jours plus tard, on assiste donc à cette terrible tragédie qui est survenue en Colombie, où à la suite d'une éruption volcanique, des coulées de boue dramatiques se sont produites, ont détruit un village notamment. Et donc à cette époque, on avait des caméras qui commençaient à être un peu partout, et on a effectivement assisté, je pense que tout le monde s'en souvient parmi vos auditeurs, à l'agonie de cette petite fille dont les jambes étaient coincées dans les poutres, dans les madriers effondrés de sa maison. Et cette petite fille avait de l'eau jusqu'au menton, et les sauveteurs ont été incapables de la sortir de là. En fait, ils ont été donc ce qui s'est passé, c'est que on a assisté en direct à son agonie, qui a duré à peu près 50 heures. Et les caméras qui filmaient ça, ont retransmis ces images dans le monde entier. Ces images dans le monde entier. Et effectivement, rétrospectivement, on comprend la façon dont Yolande a formulé ça. Effectivement, le monde entier a vu cette petite fille se noyer. C'est exact. Alors ça, c'est tout de même impressionnant, parce que moi, ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'était que Yolande, elle a livré ça d'une manière non réfléchie, non rationnelle. C'est-à-dire qu'elle l'a livré dans toute son ambivalence. Ça voulait rien dire. Le monde entier ne peut pas voir une petite fille se noyer autrement qu'en passant par des caméras, effectivement. Donc, vous voyez, c'est intéressant sur la qualité de la voyance, en fait, sur la façon dont ça procède. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Est-ce qu'elle a ressenti une sorte de flot émotionnel qui allait toucher le monde entier? C'est quelque chose qui est aujourd'hui exploré dans le cadre de recherches qui sont aux États-Unis, notamment sur les effets d'une conscience collective, peut-être. Yolande, ça ne doit pas. Enfin, je veux dire, il y a des voyances, autant celles que vous nous avez racontées, le cerf, le vase. Bon, c'est poétique, c'est joli, mais il y en a d'autres, c'est véritable. Enfin, là, je pense à cette histoire, ça a dû être violent. Quand ça doit être... je me suis trouvée, forcément, quand j'ai vu cette petite fille à la télévision, ça a été terrible pour moi. J'étais bouleversée, bouleversée. Alors j'étais déjà bouleversée quand j'ai appelé Monsieur Lignon, mais alors là j'étais vraiment bouleversée. Donc il y a des voyances qui ne sont vraiment pas agréables à vivre. Non, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent je vous envie. Et je leur dis non. C'est pas un cadeau. On peut pas dire que c'est un cadeau. Bon, on a une grande sensibilité. Je pense que tous les médiums il y a une grande sensibilité. On ressent les choses. Moi, je dis, il y a 2 médecins qui m'ont dit que chez moi tout était multiplié par X et X, les 5 sens. Et je crois que c'est vrai. Alors, la douleur, comme le bonheur, vous voyez, tout est multiplié. C'est pas évident à vivre. Bertrand Meheust, est-ce que à travers vos études et vos connaissances, on peut tracer comme ça une espèce de portrait psychologique de ces gens hypersensibles qui perçoivent en même temps l'avenir? Je sais pas si on peut tracer un portrait de personnalité. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est décrire la façon dont ils accèdent à ça. Parce que ça peut être des gens très différents, en fait, en réalité. Il peut y avoir des personnalités extrêmement différentes, donc je pense pas qu'il faille chercher un type de personnalité. Par contre, la façon d'entrer dans le phénomène est très souvent analogue. On entre dans le phénomène par quelque chose de profondément émotionnel, d'affectif, de métaphorique souvent, qui ensuite va se décanter par étapes successives. Et donc l'histoire que vient de raconter Yvonne de Châtelet est tout à fait extraordinaire, et je la connaissais bien sûr pour l'avoir lu dans le livre de Jocelyn Morisson. Oui, dont vous avez signé la préface d'ailleurs. Voilà. Donc je la trouve tout à fait bouleversante. Donc c'est tout à fait typique. Ce que j'aimerais savoir, c'est si Yvonne de Châtelet... Yolande. Yolande de Châtelet avait clairement conscience que c'était ce type de phénomène objectif qu'elle décrivait, ou si c'était pour elle une métaphore. Je peux pas. Moi, c'était comment je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé. C'était le soir. Enfin, il était 18h par là. Et puis, ça m'a pris. Bon, j'étais en train d'écouter de la belle musique, et puis d'un seul coup, j'ai eu mal à l'estomac. Ça m'a fait comme des crampes d'estomac. Et puis là, je me suis dit mais qu'est-ce qui arrive? Et puis alors tout s'est imposé à moi. Toutes les images, les images qui venaient. Et puis voilà, j'ai entendu ça. Tout le monde la regarde et voilà, c'est difficile à expliquer parce que ça s'impose comme ça à moi, et
Vraiment, c'est difficile. Hein. Ouais. Mais dites-moi, Yolande, parce que beaucoup de personnes viennent vous voir pour essayer d'avoir quelques informations sur leur avenir, et ce que vous voyez ne doit pas être toujours rose. J'imagine. Enfin, Non, c'est pas toujours rose, surtout qu'ils viennent souvent pour des maladies. Que je leur dis que je suis pas médecin, moi. Hein. Ouais. Bon, mais enfin, je les rassure. J'ai un cas qui s'est passé la semaine dernière. Une dame que je connaissais, une jeune femme, vient. Elle était vraiment bouleversée parce que son petit garçon de 5 ans était gravement malade. Ouais. Alors, elle me donne la photo, elle me dit rien, elle me donne la photo. Alors, je lui dis, en effet, cet enfant ne va pas bien du tout. Elle me dit, non, en effet, il va pas. J'ai dit, il y a l'hôpital. Elle me dit, oui, il y a l'hôpital, mais là, il doit en sortir. Mais c'est un enfant, on fait des recherches parce qu'on ne sait pas ce qu'il a. Ouais, il ne mange plus, il a de la température, on a fait des analyses et ça va vraiment pas. On a fait tout, enfin, ils avaient tout fait, hein. Les scanners, les cils, là. Rien. Mais elle me dit, par contre, on attend, j'ai peur qu'il ait une leucémie. Ah. Alors pour moi, c'était très difficile. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je lâche la photo, je n'en parle pas. Puis d'un seul coup, je me concentre sur la photo. J'ai dit, madame, il n'a pas de leucémie. J'ai l'information. Son portable, à ce moment-là, sonne. Elle me dit, attendez, vous m'excusez, madame de Châtelet, parce que c'est certainement... J'attends les résultats d'analyse. Les résultats, ouais. Elle me dit, madame de Châtelet, il n'a pas la leucémie. Vous aviez chopé l'information juste avant qu'elle arrive. Juste avant qu'elle arrive. Ouais. Jocelyn Morisson. Oui, c'est intéressant à propos de portable, parce que justement j'ai une autre anecdote, alors là dont j'ai été directement le témoin, puisque au cours de mon enquête, je suis allé une fois voir Yolande avec un autre journaliste qui lui faisait un documentaire, il préparait un documentaire sur le sujet, et donc il arrivait avec sa caméra, etc. Et donc il m'avait demandé de lui présenter Yolande, et donc j'arrive avec lui ce matin-là, on arrive chez Yolande, et juste avant d'arriver chez elle, en fait, on avait fait connaissance, lui et moi, dans la voiture, en fait, sur le chemin. Juste avant d'arriver, son téléphone sonne, son portable sonne. Ouais. Donc vous savez comment on fait, il identifie la provenance, et il n'avait pas le temps de répondre puisqu'il devait préparer son matériel de tournage, donc il coupe la communication. Voilà. Et donc dans la minute, on arrive à la rencontre de Yolande qui lui fait un grand sourire et qui d'emblée lui dit monsieur, votre frère pense à vous. Vous êtes très proche. Et lui absolument pas surpris parce que il était dans son enquête, donc il avait rencontré pas mal de gens assez impressionnants. Il dit oui, effectivement, il vient de m'appeler. Et en fait, non seulement il venait de l'appeler, mais il était en train de lui laisser un message sur son répondeur, si vous voulez. Donc au moment même où Yolande dit ça, le frère de ce journaliste était en train de lui parler. Et ensuite, elle lui a donné 3 ou 4 informations sur lui qui étaient justes également. Trop fort. Yolande, trop fort. Vous restez avec nous, 0826 300 300. Venez participer au débat, posez vos questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. 0826 300 300. Bertrand Meheus c'est en notre compagnie. Jocelyn Morisson et bien entendu Yolande de Châtelet dans Les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Kali, notre grand chanteur du Sud-Ouest dans Les Aventuriers de l'étrange, c'était Je m'en vais. Les Aventuriers de l'étrange qui ouvrent ce soir le dossier de la voyance. Je pense d'ailleurs qu'on consacrera une autre émission à ce dossier tellement il est volumineux et complexe à étudier. 2 heures seulement n'y suffisent pas. Autour de moi, Yolande de Châtelet, qui est notre témoin de ce soir, qui est voyante. Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, auteur d'un livre qui s'intitule La voyante et les scientifiques aux éditions des Trois Orangers. Puis notre référent scientifique Bertrand Meheus, qui appartient au comité directeur du LIMI, l'Institut Métapsychique International, qui est avec nous au téléphone. Donc 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour poser des questions à un de nos 3 invités. Et notre standard est à votre disposition avec Cyril, toujours qui est derrière. Bertrand Meheus, je me tourne vers vous avec, à titre d'anecdote, vous savez qu'en tout début d'émission, vous avez appelé Yolande de Châtelet Yvonne. Allô? Allô? Oui, voilà. Oui. Vous avez appelé Yolande de Châtelet Yvonne, et vous savez que c'est le prénom de sa mère, c'est ce qu'elle m'a dit à l'instant. Ah bon, bah alors là c'est parfait. Oui. Bon. Monsieur Meheus, vous faites de la voyance sans vouloir. Ben, c'est pas impossible. C'est absolument extraordinaire. Dites-moi, vous avez cité tout à l'heure l'affaire du Titanic sur laquelle vous êtes penché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi vous êtes-vous penché sur cette affaire, sur ce drame du Titanic? Bien, si vous voulez, c'est un phénomène collectif qui a eu un énorme impact
Et donc, pendant longtemps, j'ai pensé que les histoires qu'on racontait autour du Titanic, les histoires paranormales qu'on allègue, étaient plus ou moins légendaires. Donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était, je me suis plongé dans le dossier, et j'ai découvert en réalité quelque chose d'assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un dossier extrêmement consistant, qui a été très bien étudié par les parapsychologues anglais, hein, je pense à Ian Stevenson notamment, ou à George Behe. Et donc il y a un ensemble de phénomènes d'abord prémonitoires, qui concernent le naufrage futur. Et ensuite, pendant que le naufrage est en train d'avoir lieu, en direct en quelque sorte, il y a des dizaines de personnes qui voient des proches se débattre dans la mer, etc., etc. Donc tout cela il fallait étudier ça de très près parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réputation disons, sulfureuse du Titanic qui s'est développée avant même son départ parce qu'il a été construit en Irlande. Et c'était une des premières délocalisations de l'histoire. Les Anglais l'avaient fait construire à Belfast pour des raisons qu'on peut imaginer. Ça coûtait beaucoup moins cher. Et donc, les ouvriers étaient des Irlandais catholiques, bien entendu. Et dès le début, les ouvriers du chantier ont très mal perçu l'arrogance de la direction. Des Anglais protestants. Voilà, cette volonté de dominer la nature, le bateau présumé insubmersible, etc., etc. Donc ça a été perçu déjà comme une insulte à Dieu. Et ça s'est répandu dans certains milieux. Et donc le navire était déjà présumé maudit avant même qu'il parte. D'accord. Il faut connaître ce contexte dans le cadre du conflit entre l'Angleterre et bien sûr les Irlandais. Et les Irlandais catholiques. Voilà. Donc j'ai pris ce dossier avec des pincettes parce que une grande partie des prémonitions qu'on prétend pouvaient être dues en fait à l'autosuggestion. Vous comprenez, les gens s'attendant à une prémonition divine, à une prémonition, excusez-moi, une punition divine, les gens pouvaient évidemment avoir des rêves annonçant une catastrophe, etc. Influés par leur inconscient, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, à cause de l'inconscient religieux. Mais ce qui enlève la décision, c'est qu'il y a un certain nombre de cas où c'est impossible parce que. Alors, pour ce qui est de la télépathie, je parlerai après des fictions comme Stead ou Robertson, qui sont des écrits très antérieurs qui sont prémonitoires. Pour ce qui est de la télépathie, il y a au moins 10 ou 12 personnes qui ont eu la vision d'un proche en train de se noyer ou se débattant dans le naufrage, alors qu'ils ignoraient qu'il était sur le Titanic. Ah oui. Et donc là, il y avait aucune suggestion, aucune induction possible, à la suite de circonstances que je vous épargne, mais qui sont bien connues historiquement. Et donc l'hypothèse que tout ça serait dû à une pure coïncidence est absolument inconcevable. Donc je pense que ces cas-là enlèvent la décision. Alors autour de ce noyau de cas extrêmement durs, il y a tout un tas d'autres cas qui sont sujets à interprétation, parfois très troublants. Mais à partir du moment où quelqu'un avait un proche sur le Titanic ou il devait y voyager lui-même, on peut imaginer que la prémonition était de l'ordre de l'autosuggestion, vous voyez. On avait peur, c'est comme si je vous disais, tiens, demain vous allez faire un voyage sur la navette spatiale. Vous avez été sélectionné pour faire un voyage sur la navette spatiale. Est-ce que vous seriez forcément très heureux? Oh oui, moi, ça me plairait bien. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui auraient peur, je crois. Oui, effectivement. Alors, donc le Titanic, c'était un peu la navette spatiale à l'époque. Donc une partie des prémonitions peut s'expliquer de cette manière. Mais il y en a une autre partie qui est absolument incompréhensible, puisque les gens ne savaient pas du tout qu'ils avaient un proche sur le Titanic. Je pense à un cas d'une Américaine qui voit sa mère, en pleine nuit, elle se réveille, elle voit son mari, elle voit sa mère se débattre dans l'eau, plutôt sur un canot de sauvetage surchargé qui menace de chavirer d'un instant à l'autre. Elle réveille son mari en lui disant « Mais c'est incroyable le rêve que je viens d'avoir, c'est ma mère sur un canot de sauvetage en pleine mer. C'était un rêve extraordinairement intense, et elle ne comprend pas.
Et le lendemain, elle découvre le nom de sa mère dans la liste des survivants. Sa mère avait pris le Titanic sans lui dire, de manière à lui faire la surprise. D'accord. Mais dites-moi, Bertrand Meeus, quand ces gens vivent des moments dramatiques comme ça, enfin, je veux dire, là, c'est l'instinct de survie qui prime, l'adrénaline et le stress doivent être à leur maximum. Est-ce que c'est comme une sorte de cailloux qui tombe dans l'eau et qui fait, vous savez, des ronds concentriques comme ça qui s'élargissent de plus en plus, comme une espèce de lancement de SOS de manière inconsciente et qui va toucher les proches? Vous savez, comme une balise de détresse comme ça qui s'actionne, quoi. Oui, on peut le considérer comme ça, mais le problème que ça pose, c'est pourquoi cela et pas autre chose. Moi, j'ai un ami qui est mort en mer, un ami très proche, et je me suis toujours demandé pourquoi je ne l'ai pas entendu crier. Et donc le problème là, c'est plutôt pourquoi si ces phénomènes existent, pourquoi ils sont si rares. Quel est le mécanisme qui nous en protège? Vous voyez, il faut voir la chose dans l'autre sens. Je ne doute pas qu'ils existent, mais je veux dire, il y a un mécanisme qui nous protège de ça. Nous sommes relativement bien cloisonnés quand même. Yolande de Châtelet, est-ce que vous réussissez, excusez-moi l'expression triviale que je vais employer, mais à couper le robinet, à vous dire, bon là, stop, j'en veux plus? Est-ce que ou alors non, ça vient Ah non, quand il y a des événements là comme la petite Oméra et tout ça, ça s'impose à moi. Mais quand je reçois des gens, des fois le soir, je me dis stop. Hein, il faut vous quand réussissez même. Comme ça. J'arrive des fois, oui, quand même. Hein. À moins qu'il y ait des choses qui viennent, qui s'imposent à moi. Mais j'essaye quand même de réduire, de réduire l'intensité finalement. Peu, oui. Mais il faut dire qu'il y a des personnes avec qui ça passe pas du tout. Hein. Ah ouais. Il y a des personnes qui viennent et alors elles se disent mais pourquoi? Non, Jean, madame, il y a rien, c'est pas la peine, ça passe pas. Et ça je le dis plutôt que de raconter n'importe quoi, je leur dis, ça passe pas. Vous restez avec nous tous les trois, Yolande de Châtelet, Jocelyn Morisson et Bertrand Meeus, et ensuite on va répondre à un SMS, évidemment, je m'y attendais, qui demande vos coordonnées, qui demande combien vous prenez, etc. On répondra à toutes ces questions de manière précise dans quelques minutes. The Black Eyed Peas, c'était Pump It, plutôt non, c'était l'inverse. The Black Eyed Peas, c'est le nom du groupe, et Pump It, c'était le nom de la chanson dans Les Aventuriers de l'étrange. Jusqu'à minuit, nous parlons de voyance. Si vous avez vécu, vous semble-t-il, vous, des phénomènes de voyance, appelez-nous au 0826 300 300. Si vous avez des questions à poser à Bertrand Meeus, qui est notre référent scientifique ce soir, ou le journaliste scientifique qui est à mes côtés, Jocelyn Morisson, n'hésitez pas, ou posez des questions à Yolande de Châtelet. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Les aventuriers de l'étrange. Yolande de Châtelet, répondons tout de suite à un SMS que nous avons reçu qui demande vos coordonnées, qui demande combien vous prenez pour vos consultations, etc. Alors que les choses soient claires, on en a parlé, d'ailleurs on se connaît depuis d'assez nombreuses années pour être tout à fait libre à ce niveau-là. Et puis même vous êtes très sereine en ce qui concerne l'argent. D'abord, on ne donnera pas votre numéro de téléphone à l'antenne. Non, il y a dans les pages jaunes. Hein. Il y est, chacun se débrouille pour le trouver, mais en ce qui concerne l'argent, comment fonctionnez-vous avec l'argent? Alors, moi je suis bénévole, c'est-à-dire quand on vient me voir, on me laisse ce que l'on veut, si on peut et si on veut, hein, voilà. Bon, et alors ça va à des associations. Ça va à des associations. Ça a été beaucoup au Resto du Cœur. Après, j'ai aidé aussi les pompiers. Ça a été maintenant c'est les animaux. Hein. Oui, mais c'est... Maintenant, c'est les animaux, parce que j'adore les animaux. Et puis voilà. Et au début, même, ça a été... ça a permis à des enfants de partir en vacances. Donc, j'ai eu les lettres des instituteurs. Après, ça a permis... Je me rappelle qu'à une période aussi, vous aviez financé l'achat de chiens pour aveugles. Oui, si je me souviens bien, il y a fort longtemps. Oui, hein. Et puis après, il y a aussi... j'avais financé aussi... c'est parti en Pologne, le don est parti en Pologne pour des chirurgiens qui n'avaient pas de gants et ils m'ont écrit en polonais, mais enfin ils m'ont écrit. Alors voilà comment je fais. Finalement, moi ça me
ben, ça me fait du bien. Ouais, ouais. Et en même temps, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, vous pensez que si jamais vous vous enrichissez avec ce don, vous risquez de le perdre. Il y a un peu de ça aussi quand même. Ben hein. oui, je sais pas, pour moi c'est un don, pour moi c'est pour aider les autres. Ouais. Je suis là pour aider. Bon, maintenant, je ne critique pas les personnes qui prennent de l'argent. Oui. Chacun le fait avec sa conscience. Bien sûr. Moi, c'est comme ça et je changerai pas. Hein, j'ai toujours été comme ça, je veux rester comme ça. Ouais. Et pourtant, on a dû vous proposer des ponts d'or, j'imagine. Oh oui. On m'en a proposé, on me ferait des appartements, on me ferait à Paris, oui. Ah, quand même. Oui. Justement, j'aurais besoin d'un appartement parisien. Ouais, c'est vrai, mais pour pouvoir consulter, si. Ouais. Et puis non, j'ai refusé, je suis restée, je sais pas si j'ai bien fait, je pense que oui. En tout cas, selon votre conscience, oui, vous avez fait ce que, vous vouliez faire. Vous savez, quand vous recevez les dessins des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances et grâce à vous ils partent avec l'aide d'instituteurs, quand vous recevez, vous pouvez pas savoir ce que ça fait. Ça, vraiment, vous dites quand même là. Alors, j'aide des gens qui viennent et en plus, vous voyez. Ouais. Alors, c'est super. C'est plutôt pas mal, oui. Alors là, la question qui est difficile, on en parlait pendant que le disque passait sur l'antenne de Sud Radio dans ces aventuriers de l'étrange. Et je vais la poser à Bertrand Meheust et à vous également, Jocelyn Morisson. Peut-être pourriez-vous y répondre, Yolande, je ne sais pas, mais comment, parce que quand même dans le domaine de la voyance, les escrocs se comptent par grappes, si j'ose dire. C'est pas ce qui manque dans ce monde-là, malheureusement. Alors comment peut-on essayer de reconnaître le vrai du faux voyant. Bertrand Meheust, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse, ou peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Un vrai voyant, c'est quelqu'un qui est capable de passer certains tests cruciaux, ou spontanés ou provoqués. Je vais vous donner un exemple. On a de la voyance aujourd'hui, une vision qui est faussée par la psychanalyse. Donc les gens s'imaginent très souvent qu'aujourd'hui qu'un voyant c'est quelqu'un qui est capable de parler de vous, de vous parler de votre aventure personnelle, de remuer des histoires personnelles, etc., etc. Mais on a perdu de vue ce que c'était autrefois vraiment que la voyance véritable, c'est-à-dire un pouvoir de donner des informations qu'on ne devrait pas pouvoir connaître. Je me rappelle un jour que j'avais été invité dans une réunion avec des voyants à Troyes où j'enseigne, et puis on me présente quelqu'un qui avait la réputation sur Troyes d'être un voyant. Alors je me présente à lui et puis je lui dis enchanté, est-ce que vous seriez intéressé pour faire des expériences, lire dans des enveloppes scellées ou n'importe quel autre type de test? Il m'a regardé avec des yeux très surpris. C'était la première fois qu'on lui parlait de tests de ce genre. Ouais. Pour lui, apparemment, ce qu'il appelait être voyant, ça consistait avec une certaine intuition à parler des gens. Vous voyez. Alors je dis pas que ce monsieur n'était pas voyant, d'ailleurs j'ai pas eu l'occasion de faire de test avec lui en réalité, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'avait pas du tout l'idée de type de test auquel il faudrait se soumettre pour être reconnu comme un voyant, vous voyez. Alors un voyant c'est quelqu'un qui est capable de passer certains tests, voilà. Et donc à l'Institut métapsychique on reçoit régulièrement des gens qui croient avoir des dons de voyance et qui ne sont pas plus voyants que le commun des mortels. Qui s'illusionnent sur leur propre capacité. Ouais. Jocelyn Morisson, est-ce que vous avez un élément de réponse à apporter? Ah, mais je pense que Bertrand a raison effectivement de parler de tests. Alors sans avoir besoin de passer peut-être par un laboratoire, ce qui est pas facile pour tous les gens qui veulent savoir, justement simplement mettre à l'épreuve entre guillemets le voyant qu'on a en face de soi en lui demandant de dire des choses pertinentes sur non pas son futur mais sur son présent et son passé. Je ne serait-ce que ça. Si le voyant ou la voyante est capable de dire des choses qui résonnent, qui prennent du sens. Alors évidemment, on peut se tromper dans l'interprétation, on peut croire que ça nous correspond alors que ça ne correspond pas. Il faut être très vigilant. Mais si des choses très précises sont dites et qu'elles correspondent à quelque chose de vrai pour le consultant, c'est déjà une première sélection, disons. Ouais, Yolande. Ah bien, moi, je sais pas, faut pas avoir peur d'aller faire des expériences ou d'aller faire des tests. Moi, j'en ai fait pendant 10 ans avec le professeur Lignon, et puis j'en ai fait d'autres. Avec le docteur Beau, notamment également. Avec le docteur Beau, ces hypnoses. Et au contraire, ça m'a enrichi.
J'ai pu voir jusqu'où je pouvais aller, ce que je pouvais faire. Et d'être avec des scientifiques, ça me reste, je dis toujours, je reste les pieds sur terre. Oui. Oui, je suis bien, je suis encadrée, je suis bien. Ouais. Mais est-ce que vous avez des conseils à donner justement à ceux et celles qui veulent faut pas aller consulter quelqu'un? Faut pas qu'ils aient peur d'aller de faire des tests, d'aller faire des expériences. À ceux qui pensent avoir le don de voyance. Ceux qui pensent avoir le don, hein. Oui, après tout, ça peut être intéressant. Au contraire, c'est très intéressant. Ça ne remet pas en danger le talent qui, au contraire? Non, au contraire. Ouais. Au contraire, on nous fait faire des tas de choses, on nous fait deviner. Moi, je vois ça avec les cartes et tout ça. Là, j'ai fait des tas de choses avec Monsieur Lignon, et non, au contraire. Moi, ça a été très bénéfique pour moi. Oui. Oui. À un moment, vous vous êtes dit, mais là, je suis folle, je risque de partir en vrille, et ça vous a peut-être permis de vous dire, bah non, j'ai ce phénomène finalement. Oui, c'est vrai. Parce que pour moi, j'ai mis du temps avant de dire je suis voyante. J'ai mis du temps, hein. Ouais. Et c'est avec Monsieur Lignon, bon, à force quand même, oui, voilà. Mais je vous dis, ça m'a enrichi. Oui, tout à fait. Jocelyn. Oui, Louis, vous évoquez la folie, la question de la folie, c'est tout à fait au centre de cette problématique de la voyance, puisque pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Bertrand, qui parlait qui disait quel est le mécanisme finalement qui nous protège de ça, comme si par défaut on était tous capables de ça, et c'est probable que on a tous une intuition qui peut être plus ou moins développée finalement. Ouais. Le mécanisme qui nous protège de ça, pour certains psychiatres comme Serge Tribolet que je cite dans mon livre, c'est la raison finalement, justement parce que un psychotique, un schizophrène par exemple, il est capable de perception extrasensorielle dans bien des cas. Il y a beaucoup de psychiatres qui aujourd'hui acceptent de parler de ça. Ouais. Simplement, ils sont incapables derrière de rationaliser, donc ça leur vient de manière incontrôlable, incontrôlée, et c'est tout à fait dommageable aussi pour eux. Alors le vrai voyant, c'est celui qui est capable de rationaliser derrière, bien sûr, de faire intervenir la raison. C'est pour ça que Yolande de Châtelet a tiré bénéfice effectivement de faire des expériences scientifiques pour, comme elle dit, garder les pieds sur terre et pour ne pas basculer éventuellement dans la folie. Bertrand Meheus, qu'en pensez-vous justement? Ça, c'est intéressant. C'est la raison qui nous sert de bouclier, peut-être même malgré nous, pour exercer ce peut-être don de voyance. Je pense qu'il y a deux niveaux, il y a deux filtres. Et je pense qu'il doit y avoir un filtre qui n'est pas culturel, qui est peut-être physiologique. Vous voyez, donc, on l'a ou on l'a pas. Voilà, nous sommes équipés pour avoir une sorte de bouclier qui nous isole en quelque sorte de toutes ces influences. Alors là, on retrouverait la thèse par exemple de Bergson qui pensait ça. Hein. Le cerveau, pour Bergson, était là pour nous confiner dans un horizon spatio-temporel déterminé en quelque sorte, voyez. Et puis ensuite il y a alors la culture. Alors au niveau de la culture, effectivement, en Occident, la culture occidentale est basée, on pourrait même dire brutalement, sur le rejet de ces phénomènes. C'est l'acte constitutif de la raison occidentale et le rejet de ces phénomènes. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous les avons rejetés. Alors donc ça pose un énorme problème parce que il semble disparaître dans notre société, alors qu'en réalité, c'est notre activité même qui les fait disparaître. Vous voyez, mais je pense qu'effectivement, au niveau culturel, la raison. D'abord, il y a eu la théologie chrétienne dans un premier temps, qui a rejeté ces phénomènes. Et ensuite, la rationalité scientifique qui a pris la suite de la théologie. Donc il y a deux couvercles successifs qui se sont refermés là-dessus. D'accord. Vous restez avec nous, Bertrand Meheus, Jocelyn Morisson, Yolande de Châtelet, nouvelle pause, et ensuite on se retrouve 0826 300 300, notre standard est toujours à votre disposition. Venez nous rejoindre pour participer au débat, 0826 300 300. Si vous êtes allé consulter des voyants ou des voyantes, venez nous raconter ce que vous avez vécu et si vous en êtes sorti satisfait ou franchement mécontent. Marc Lavoine, tu m'as renversé dans les aventuriers de l'étrange. Nous ouvrons ce soir le dossier de la voyance avec Yolande de Châtelet qui est voyante, Jocelyn Morisson qui est notre journaliste scientifique, qui est journaliste scientifique tout court. Je vous ai accaparé dans l'émission, Jocelyn, je suis désolé. Bertrand Meheus qui est notre référent scientifique avec nous en direct au téléphone. 0826 300 300, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit.
Yolande de Châtelet, parlons un petit peu de vous et de la science. Donc, on l'a évoqué très rapidement. Vous avez, j'allais dire, subi. Bon, non, c'est peut-être pas d'ailleurs le terme. Vous avez vécu plutôt que subir, quand même. Quoique des fois, ça doit être un petit peu. Oui, vous voulez parler des expériences scientifiques avec le docteur Beau. Oui, et notamment des choses tout à fait intéressantes. Racontez-nous d'abord dans quel contexte ça se faisait. C'était sous hypnose, d'abord déjà. C'était sous hypnose. Bon, alors déjà le docteur Beau était quand même, c'est un médecin très connu à Toulouse, et qui est gynécologue, et puis après qui s'est mis à l'hypnose ericksonienne. Ouais. Bon. Et là, une amie à lui, moi je le connaissais pas, lui parle de moi et lui dit, parce qu'elle le tutoyait, écoute, moi je connais je connais Yolande de Châtelet et elle a fait ça, elle a fait des expériences avec le professeur Lignon et c'est vrai que ça intéressait aussi Monsieur Lignon que je sois sous hypnose. Oui. Bon, alors elle lui dit, vous savez, hein, médecin, tout. Ouais. Bon, il a dit pourquoi pas. Allez, on va essayer. J'arrive à la clinique, ça se passe dans une clinique toulousaine. J'arrive à la clinique, il me met sous hypnose. Alors, sous hypnose profonde ou juste une hypnose légère? Non, c'est léger. Hein. Une décontraction, quoi. Okay, voilà, je suis très décontractée et tout, je me souviens de ce que j'ai dit. Voilà, consciente, d'accord. Très consciente. Ouais. Et là, je lui dis, il se passe je sais pas, je vais carrément dans la salle d'accouchement. J'ai là, il y a une femme qui va accoucher. Il me répond, bien sûr, ici il y a plusieurs... Normal. Normal. J'ai dit non, c'est le premier accouchement de la journée, on est ce soir. Ouais. Et j'ai dit, je vois les chirurgiens sont en train de préparer une césarienne. Il me dit, ah bon? Alors il me dit, mais c'est quoi le bébé? Je dis, c'est un garçon. Il me dit, est-ce qu'elle a déjà des enfants? Je dis, oui, elle a une petite fille. Il me réveille même pas, j'ai besoin de beaucoup de me réveiller. Il prend le téléphone, il appelle la salle d'accouchement. Ouais. Alors, je me rappelle, il dit, Chantal, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une sage-femme. Mais elle lui dit, pourquoi tu m'appelles? Mais elle lui dit, on est en train de préparer une césarienne. Il lui dit, ah oui, c'est quoi? Un garçon? Et, oui, elle a déjà une petite fille. Écoutez, alors là... Pour une première expérience, effectivement. Et voilà comment on a continué après. Alors on a fait vraiment. Alors après, il me faisait venir pour des cas assez difficiles. Et c'est moi sous hypnose qui allais dans le passé. Je vais dans le passé de la personne. D'accord. Parce qu'une personne qui n'arrivait pas à prendre l'avion, qui, vous voyez, une femme, je me rappelle PDG, qui ne pouvait pas prendre l'avion. Qui avait une phobie de l'avion. Une phobie, et puis qui était suivie depuis un certain temps. Par des médecins, par des psychanalystes, et qui ne s'en sortaient pas. Et moi, sous hypnose, j'ai dit, oh là, vous avez quand ils étaient petites, vous aviez un frère, alors qu'elle m'avait rien dit, et vous a poussé dans l'escalier, vous avez une peur terrible, cet escalier, d'abord, tout était noir, mais elle me dit, mais oui. Et après, tout était vrai, et le docteur Beau, après, a travaillé avec elle là-dessus, et elle s'en est sortie. D'accord. Et j'ai eu aussi des enfants qui faisaient pipi au lit. Alors là, pareil, les parents ne s'en sortaient pas. Et moi, je voyais, à chaque fois, je disais, mais attendez, là, à tel âge, ou petit, vous avez pris le nounours, vous avez fait ci, vous enlevez la tétine, ou l'histoire d'un chat, et tout était exact. Ouais. Et après, oui. Oui, c'était formidable. Ça a duré 9 ans. Hein. Ça a duré 9 ans, ces expériences comme ça. C'était quoi, au rythme d'un par mois? Ouais, c'était 1 ou 2 par mois. Ah, quand même. Oui, 1 ou 2 par mois. Oui. C'était formidable, moi ça me plaisait énormément. Hein. Ouais. Jocelyn Morisson, vous qui vous êtes penché sur le cas de Yolande de Châtelet, vous en avez entendu parler de ces expériences? Oui, j'ai consacré un chapitre bien sûr à cette partie hypnotique, hypnose. Le docteur Beau, il faut saluer cet esprit de pionnier, hein, parce qu'effectivement, donc il a été formé à l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose légère, donc par un des grands spécialistes français qui était Jean Gaudin. Et donc c'est intéressant d'avoir pris cette initiative de faire venir une voyante comme ça dans son cabinet, parce qu'il aurait pu tenter la même chose en hypnotisant en fait sa patiente pour qu'elle retrouve elle-même éventuellement des souvenirs enfouis. C'est ce que font en général les thérapeutes, les hypnothérapeutes en particulier. Et là, c'est tout à fait amusant en quelque sorte qu'il soit passé par l'intermédiaire d'une voyante, donc pour qu'elle-même aille rechercher ses souvenirs enfouis, parce que la plupart du temps, c'est ça, c'était des souvenirs dont ces gens-là n'avaient plus conscience et que Yolande allait rechercher dans leur inconscient, donc, et dont les gens, effectivement, ensuite retrouvaient la réalité, la validité et confirmaient la réalité. Mais ça, il le faisait, j'allais dire, à titre privé.
Oui. C'était lui pour sa propre culture, parce qu'il voulait comprendre. C'était pour sa propre culture, moi toujours bénévole. Bien sûr, oui. Non, parce que moi aussi, ça m'enrichissait. Bien sûr. Et c'était aussi à visée thérapeutique pour ses patients, pour des patientes beaucoup. Ouais. Bertrand, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'expérimentations comme ça en France? Je veux dire, allez, en un mot commençant, est-ce qu'il y a des expériences menées de manière tout à fait officielle, dans un cadre officiel précis? Il y en a eu. L'Institut métapsychique a une activité très intense dans la première partie du XXe siècle. Ensuite, à la suite de la situation culturelle qu'est la nôtre, il est passé par une époque où il est beaucoup moins actif, et actuellement, on est en train de remettre sur pied, des expériences. Mais bon, pour l'instant, on est dans une phase encore d'organisation. Disons qu'on va faire des expériences avec le Ganzfeld. Oui. C'est quoi le Ganzfeld? C'est un appareil qui provoque une déprivation sensorielle chez le sujet. On met une sorte de masque sur les yeux. Le sujet est baigné dans une sorte de lumière orangée. Il entend dans ses oreilles un bruit blanc, un peu comme une sorte de chute d'eau. Et dans une pièce voisine, il y a des programmes qui sont choisis d'une façon aléatoire, qui diffusent des séries d'images ou un film, etc. Et il faut qu'il dise ce qu'il perçoit. Et donc le but est de provoquer chez le sujet un état de conscience altéré, parce que justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on sait maintenant d'une façon certaine que ces états sont propices à la production de télépathie ou de voyance. D'être dans un état de relaxation où on baisse la garde en quelque sorte. Oui, c'est ça. Il faut que comme si les frontières du sujet devaient s'estomper, en quelque sorte, pour. Alors, ça a commencé avec le magnétisme animal au début du 19e, enfin à la fin du 18e siècle. Donc, les sujets en état de transe profonde, ont développé la fameuse lucidité magnétique. C'est comme ça qu'on a découvert ces phénomènes. Il faut le préciser, dans l'histoire européenne. C'est-à-dire? Les états, les personnes qui étaient plongées en état somnambulique par les magnétiseurs développaient spontanément la capacité de voir à distance, de voir les pensées secrètes de leur magnétiseur, de faire des diagnostics à distance, etc., etc. Et donc, pendant très longtemps, on n'a pas conçu d'ailleurs qu'il puisse exister de tels phénomènes sans passer par un état de conscience profondément altéré. D'accord. Mais dites-moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que un organisme, j'allais dire d'État, comme je sais pas moi, une grande université, un laboratoire scientifique, le CNRS, ou que sais-je, mène une enquête, des expériences sur ces phénomènes de voyance? Vous voulez dire en France ou Oui, en France, je parle. Alors là, pour ce qui est de la France, la réponse est très simple, la réponse est non. D'accord. Le seul organisme, disons, l'Institut métapsychique est une fondation d'utilité publique. Oui. Donc qui a été mise sur pied dans les années de la métapsychique en 1919 exactement, sous l'influence du prix Nobel Charles Richer. Qui donc avait les moyens de fonder une entreprise de ce genre. D'accord. Non, mais aujourd'hui, la réponse est claire. Non, il n'y a absolument aucune possibilité dans le cadre institutionnel de faire des recherches ouvertes sur ces questions. Oui. La raison. La raison, c'est l'interdit violent qui pèse sur ces choses. Si vous voulez, en gros, dans l'université française, on pourrait dire il y a plusieurs grands péchés aujourd'hui, évidemment. Il y a le réductionnisme, le négativisme, vous voyez. C'est-à-dire niet, ça n'existe pas, voilà, point. Et puis il y a le fait de travailler ouvertement sur la métapsychique. Je connais une personne qui vient de soutenir une thèse qui a été jugée brillante, très honorable, avec les félicitations du jury, mais qui en fait ne pourra rien obtenir avec sa thèse parce que elle a été repérée, si vous voulez, vous voyez. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, mais ça s'appelle un dogme, et en science, je pensais qu'il n'y en avait pas. Ça vous fait rire. Je pense que mon éclat de rire dira une réponse. Bon, si vous voulez, alors
Alors, ce qu'il faut savoir, pour que nous ne passions pas pour des illuminés, hein, c'est que la situation française est particulière. Il y a dans la plupart des grands pays occidentaux des universités qui tout à fait officiellement étudient ces questions. Je pense à l'Allemagne, la Hollande, l'Écosse, l'Angleterre, les États-Unis, probablement la Russie, mais la France se distingue par sa fermeture complète. Alors le paradoxe est très grand puisque en fait toutes ces études sont parties de France. Donc la recherche sur ces phénomènes est partie avant la Révolution française du marquis de Puységur. Elle s'est développée en France pendant tout le 19e siècle. C'est de France que tout cela est essaimé. Et en réalité, ensuite, le rationalisme a tout détruit, tout recouvert dans la maison mère, si je puis dire. Et ça n'existe plus que dans des pays étrangers. Alors, donc, la situation française est quand même plutôt une exception, hein, il faut bien le préciser. Ceci dit, dans les pays où on étudie ces questions, les universités qui le font avec beaucoup aujourd'hui de discrétion. Vous voyez. Ah d'accord, oui. Ils le font avec discrétion, mais on les empêche absolument pas de le faire. Tandis qu'en France, c'est impossible. Pour prendre un exemple très simple, si vous regardez la liste des objets scientifiques du CNRS, voyez, vous ne trouverez pas, ça n'existe pas. Le sujet, objectivement, n'existe pas. D'accord. Officiellement, je veux dire, il n'existe pas. Oui. Bon. Mais écoutez, constat donc, voilà. Donc c'est un constat de blocage complet. Ça repose en grande partie sur, si vous voulez, les gens qui possèdent la culture qui permet de juger de ce dont on parle. En France, ils sont peut-être, je sais pas, quelques dizaines. Mettons une centaine, je sais pas, je dis un chiffre au hasard. On est très peu. Et donc, ça permet de dire n'importe quoi. Et donc le préjugé se maintient par l'ignorance des intellectuels, évidemment, par les préjugés qui vont avec, et la perte de distinction. Si vous voulez, pour un universitaire, le fait de s'intéresser ouvertement à ces questions, c'est comme s'il mettait une cible sur sa blouse blanche, quoi. Oui, c'est ça, c'est la fin de sa carrière. D'accord. Ben voilà. Bien, Bertrand Meheust, merci en tout cas pour ces éclaircissements. Une pause et on se retrouve tout de suite après avec Yolande de Châtelet, Bertrand Meheust que vous venez d'entendre et Jocelyn Morisson. 0826 300 300, notre standard est toujours à votre disposition. James Blunt, No Bravery dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour parler de voyance avec nos invités. Bertrand Meheust, qui est membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, qui est à notre compagnie, qui est également professeur en philosophie et docteur en sociologie. Jocelyn Morisson, qui est journaliste scientifique et qui est l'auteur d'un livre aux éditions Les Trois Orangers qui s'intitule, j'allais dire, Yolande et les scientifiques. Mais c'est presque ça, c'est la voyance et les scientifiques, puisque ce livre est en deux parties. Première partie consacrée à vous, Yolande de Châtelet, et vos rapports avec les scientifiques, et puis sur les deuxième partie sur l'histoire des grands voyants. Alors là, je me tourne vers vous, Bertrand Meheust, parce que c'est une partie quand même de votre savoir très pointu en ce domaine. Citez-nous un ou deux grands noms de la voyance qui ont marqué l'histoire. Bien, on pourrait commencer par Swedenborg, le fameux voyant suédois, donc vers 1760 par là, qui semblait avoir des capacités extraordinaires, mais qui était dans une époque, si vous voulez, où le test méthodique n'existait pas encore, ce qui fait qu'on peut toujours avoir des doutes sur ses capacités, ou du moins ça n'a pas été enregistré dans des conditions qui jugé recevable scientifiquement. Voilà. Ensuite, on passe, j'en cite un autre qui lui a été très bien étudié, c'est Alexis Didier, sur lequel j'ai fait une biographie. Alors Alexis Didier est né en 1824 dans un milieu très très humble, un fils d'ouvrier à Paris, et il a développé très jeune des dons de clairvoyance, justement en se présentant spontanément pour une séance d'hypnose, enfin de magnétisme sur scène avec un magnétiseur connu. Et une fois plongé dans le sommeil magnétique, il a révélé des dons absolument fulgurants. Alors il a eu une carrière qui a duré une douzaine d'années. Il était très jeune, il a commencé à l'âge de 14-15 ans. Il a étonné des intellectuels, il était le voyant des rois, des ducs, des princes, mais aussi
Il était étudié par la fine pointe de la médecine anglaise. Donc sur lui, on a une quantité énorme de documents. Mais citez-nous quelques exemples de voyances qu'il a produits, justement. Eh bien, je peux vous en citer une qui est frappante, parce que c'est la première en quelque sorte. Il a 14 ans à peu près, et un Anglais, le colonel Gorwood, qui est le gouverneur de la Tour de Londres et le secrétaire de Wellington, vient le voir à Paris, parce qu'il a déjà entendu parler de ses dons, pour régler une histoire personnelle. Donc, en fait, cet Anglais a participé à la guerre d'Espagne. Il faisait partie du corps expéditionnaire britannique. Ouais. Et donc, il a donné l'assaut il participait à l'assaut d'une ville tenue par les Français. Et à un moment donné, il a sauvé la vie d'un officier français qui allait être achevé par les troupes anglaises. Et l'officier français, à un moment donné, a poussé le cri des francs-maçons. Et semble-t-il, le Gorwood était franc-maçon lui aussi. Je suis obligé de donner ces détails pour qu'on apprécie l'histoire. Et donc, Gorwood a demandé à ses hommes a ordonné à ses hommes de délivrer le français. Il l'a fait soigner, il l'a fait renvoyer en captivité par le Portugal. Bon. Ouais. Plus tard, Gorwood a eu un problème avec un historien anglais qui contestait qui contestait que c'est lui qui a reçu la reddition des Français. Gorwood, c'est lui qui a reçu l'épée donc du général qui dirigeait qui gouvernait la place forte française. Et donc sa carrière militaire était ternie. Ternie, oui, son honneur était touché, etc. Et en fait, comme ça se passait en 1943, c'était très longtemps après les événements, pratiquement tous les survivants avaient disparu et personne ne pouvait attester qu'il était bien là pour recevoir la reddition française. Ouais. Alors il a eu l'idée de retrouver le Français à qui il avait sauvé la vie. Il est donc allé voir Alexis Didier, et Alexis Didier, dans un effort de divination absolument incroyable, lui a donné le nom et l'adresse du Français qu'il a retrouvé. Et donc je suis moi-même allé voir la tombe de ce Français, qui est enterré près d'Issy-Jacques, en Dordogne. Oui. Et donc j'ai vérifié tous les documents, y compris au musée de la guerre à Paris, enfin au centre d'information des armées, plus exactement de Vincennes. Ouais. J'ai retrouvé la feuille de route de ce Français qui était bien prisonnier, etc. Il n'y a aucun doute possible, l'histoire est réelle. Donc voilà le genre de choses que faisait Alexis Didier. Ça, c'était dans les voyances spontanées, disons les voyances concernant les choses vécues directes. Oui. Et alors, pour ce qui est des voyances qu'on lui faisait faire sur des cibles, je peux citer un autre cas, c'est un Anglais qui vient le voir avec une petite valise. Et on lui demande de dire ce qu'il y a dans la valise. Alors, Alexis Didier commence par dire « Je vois un objet blanc, un objet oblong. Cet objet, il y a un trou dedans au milieu, il a été cassé par quelque chose. C'est un os. C'est un os qui a appartenu à un homme. C'est votre os, c'est l'os de votre jambe. C'est l'os de votre jambe que vous avez perdu à la bataille de Waterloo. Vous avez reçu 2 balles. L'une a cassé la jambe à tel endroit, etc., etc., etc. Voilà ce que faisait. Et c'était vrai, évidemment. Oui, bien entendu, oui. Alors, moi j'ai à peu près 300 pages de documents comme ça sur Alexis Didier que j'ai pas pu publier parce que c'était une impossibilité éditoriale, disons. Ouais. Donc, il était capable, lorsqu'il faisait une voyance, si vous voulez, à partir d'un cadre général, d'aller se poser sur un détail extraordinairement précis. Par exemple, je pense à un autre cas, une personne arrive avec une boîte, alors il dit dedans, il y a un objet. Alors vous voyez, il procède par bonds successifs. Il zoome, quoi, oui. Voilà, il zoome, exactement. Ouais. Il part d'un cadre général et puis et peu à peu, il se vient, enfin en quelques minutes plus exactement, il vient se poser sur la chose. Alors il dit donc, à l'intérieur, il y a un objet métallique. C'est un métal jaune. Alors parfois il hésitait un petit moment. C'est du cuivre, non, c'est de l'or. Voilà, c'est une bague. À l'intérieur de la bague, il y a quelque chose d'écrit. Ah, je vois, j'ai du mal car c'est du latin. Donnez-moi un papier, un crayon.
Et alors quand il avait affaire à un texte comme ça, en général, il arrivait à l'accrocher lettre par lettre. Et puis ça se termine, une devise latine, fluctuat nec mergitur. Ouais. Idem avec le colonel Gurwood, il décrit l'appartement du colonel de Gurwood dans la tour de Londres. Ouais. Puis par zoom successif, il vient se poser sur l'épée du colonel qui est accrochée au-dessus de la cheminée. Et puis finalement, il lit la devise latine qui est écrite sur l'épée rouillée. Voilà. C'est absolument hallucinant. Voilà. Donc voilà ce que faisait Alexis Didier. Oui. Alors j'ai longtemps pensé que ce type de voyance avait disparu avec le 19e siècle, et c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a McMonigle qui est capable de performances de cet ordre. Donc un des plus grands voyants américains actuels. Oui. Dans ses expériences de remote viewing, il arrive à se diriger vers un objet, une cible qui est située quelque part dans l'espace et à la décrire avec une précision. Je pense à une expérience qui est assez remarquable que Monigle a faite. On lui donne les coordonnées d'un lieu. Vous voyez ? Ouais. Temps de la latitude. Ah d'accord, carrément comme ça, d'accord. Voilà, les coordonnées géographiques, d'accord. Oui, c'est ça, c'est complètement abstrait. Ouais. Et à un moment donné, il voit surgir dans son esprit l'image d'une colline avec des courbes de niveau, et sur ces courbes de niveau, il voit des objets avec une sorte de halo rond qui tourne au bout. Et alors il dessine ça avec précision, il dessine le halo rond qui tourne au bout des objets, et il montre que ces objets sont connectés comme par des espèces de câbles, et il ne comprend pas exactement à quoi ça sert, mais il dit c'est un système pour capter de l'énergie. Voilà. Et en fait, c'est un champ avec des éoliennes. Et les halo ronds qu'il voit, c'est tout simplement les hélices. Qui tournent. Oui. Et donc, ce qui est frappant aussi dans ce type d'expérience, c'est souvent les erreurs que font les voyants qui sont plus instructives et plus convaincantes que leur réussite même, vous voyez. Parce que s'il y avait trucage, le coup de, vous voyez, du halo... Oui. Mais dites-moi, Bertrand Meeus, il existe, il est encore vivant, ce monsieur. Monigle, il est tout à fait vivant. Il était censé venir faire un exposé à l'Institut métapsychique au printemps. Ouais. Et actuellement, il a des problèmes de santé. Je ne pense pas qu'il pourra venir cette année, malheureusement. D'accord. Mais dites-moi, quand quelqu'un a des capacités comme ça, je pense tout de suite, immédiatement, moi je serai à la CIA, j'y mets ce mec, il me le faut. Vous croyez... Précisément. Je ne sais pas si vous jouez les naïfs ou si vous êtes bien informés, mais il était effectivement à la CIA. Oui, ça coule de source. Enfin, je veux dire, il a été recruté dans le cadre d'un programme militaire. Monigle était un officier de l'armée américaine, un officier de renseignement. En plus. Donc, oui, il a été recruté dans le cadre d'un programme militaire qui visait, pendant la guerre froide, à espionner des sites secrets nucléaires soviétiques. Bases sous-marines, voilà. Oui. Donc, on lui demandait de dessiner avec la plus grande précision les installations. Et il tombait juste? Ben oui, il a été décoré. Il est sorti avec plusieurs décorations pour service rendu. Il a participé aussi à des récupérations d'otages. D'accord. Il a quitté l'armée. Maintenant, il est à la retraite et il continue de fonctionner, de faire du remote viewing, mais dans le cadre de consultations privées ou pour la recherche scientifique. Alors, on pourrait évidemment objecter que c'était dans le cadre de la CIA, mais il a été étudié en dehors du cadre PAC de l'armée américaine. Donc oui. Non, et puis bon, quand la CIA se met à étudier quelque chose, en principe, elle y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Oui, mais enfin, on a aussi fondé de se méfier parfois de ce qui vient de la CIA, mais en l'occurrence, comme ça a été étudié dans d'autres cadres, y compris une très belle émission qui a été réalisée par Marie-Monique Robin, qui est parue il y a 2 ans à la télévision, où on voit Monigle faire un remote viewing. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. La cible, c'est une balise humaine, comme on dit dans ces expériences. C'est Mario Varvoglis, le président de l'IMI, métapsychique, voilà. Oui, qui sera notre invité bientôt d'ailleurs dans une des émissions. Oui. Voilà, et bien vous pourrez lui demander de raconter cette expérience. Donc il y avait un certain nombre de cibles qui avaient été sélectionnées dans Paris, je crois une 40aine. Les enveloppes ont été tirées au sort au dernier moment. Et il a reçu sa feuille de route pour se rendre à un certain endroit de Paris qui s'est révélé être le pont Alexandre III. D'accord. Et à la même heure, Monigle se trouve donc aux États-Unis, se relaxe sur sa chaise longue dans son jardin en Virginie. Tout est filmé en temps réel. En direct, oui. Il se met dans un état de conscience particulier pour
participer à l'expérience. Ouais. Et puis, immédiatement, il décrit, à 6 heures, l'expérience commence, il décrit un pont. Et avec quelque chose qui passe dessous. Alors, il n'est pas clair que ce qui passe dessous est une rivière ou une voie de communication. En tout cas, il y a un pont. Il décrit les statues. Il voit Mario se pencher depuis la balustrade du pont. Et surtout, il décrit un bâtiment qu'il voit de l'autre côté de la Seine, qui est la gare routière d'Air France, avec des arcades, vous voyez. Ouais. Et le dessin est tellement précis qu'il n'y a aucun doute possible. Ça a vraiment étonné. Même Très les fort. plus sceptiques ont été ébranlés par la prestation de Monigol. Ouais. C'est-à-dire la presse des jours suivants, c'était très amusant. Bertrand Meheust, vous restez avec nous. On va recevoir une question d'un de nos auditeurs au 0826 300 300 dans quelques instants. Une question qui va ouvrir un débat sur Mac Monigol, c'est ça, hein, je me trompe pas dans son nom. Ou vous, Yolande, on a dû vous poser ce genre de questions. On verra ça tout à l'heure. Ça participe de l'histoire, puisque après tout, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement dans certaines phases de l'histoire de l'humanité, et on peut peut-être se dire, mais s'ils sont capables de voir l'avenir, peut-être qu'ils sont capables également de nous donner des précieux renseignements sur ce qui s'est passé dans l'histoire, même très très loin. 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants, toujours les aventuriers de l'étrange. Les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler. Cyril vous attend au standard. Alors, je le répète encore, Yolande de Châtelet, qui est notre invitée ce soir à titre de témoin, n'est absolument pas là pour faire des consultations en direct à l'antenne, soyons clairs. Et d'ailleurs, les consultations radio, en règle générale, ça frôle quand même pas mal. Enfin bon, hein, on va pas aller plus loin, mais c'est pas terrible quoi. Hein, ça frôle l'escroquerie, disons-le. Donc bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour se pencher sérieusement sur un phénomène qui est déjà assez fascinant comme ça, sans aller dans les travers de la consultation à l'antenne. Yolande de Châtelet, Bertrand Meheust est en notre compagnie, Jocelyn Morisson, et nous avons Michel de Montrégeau qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous voulez vous poser une question à Yolande de Châtelet? Oui, d'abord je salue tout le monde. Merci. Bonsoir. Et alors, bien sûr, je vois que cette dame est quand même bien avancée. Et alors, j'aimerais lui poser cette question, voir si déjà d'elle-même, et sans avoir cherché à les avoir, elle aurait eu des informations quant à l'incarnation du Christ. Oui. Alors, ce que vous appelez l'incarnation du Christ, soyons clairs, c'est les 3 ans qui se sont passés entre le baptême et, entre le baptême dans le Jourdain et sa crucifixion, c'est ça, hein? Voilà, et voilà, ensuite, c'est cette période-là. Il y a un certain temps où il est dans un corps éthérique densifié, où il reste à peu près 40 jours. Et où il initie les initiés les plus avancés, et ce qui est la base de l'ésotérisme chrétien. Bon, voilà. Mais là, je veux savoir si elle, d'elle-même, déjà, a fait un peu ces recherches-là, ou alors sur l'incarnation des 2 enfants Jésus par rapport à ce qu'on peut savoir. Alors là, on va peut-être pas aller aussi loin, Michel, mais vous soulevez un problème qui est intéressant. Est-ce que, Yolande, on vous a demandé de partir dans l'histoire? Par exemple, Jésus, c'est fascinant quand même, c'est un personnage qui a marqué l'histoire de l'humanité. On ne connaît pas tout sur sa vie, voire même pas grand-chose. Non, on peut même se poser beaucoup de questions. Oui, quant à même son existence. Mais est-ce que on vous a demandé son existence? Moi, j'ai la foi. Alors donc. Ça, c'est autre chose. Bon. Ça, c'est autre chose. Là, on est plus, je dirais, carrément dans l'histoire. Oui. Vous voyez, l'histoire, j'allais dire scientifique. Est-ce que on vous a demandé, Non, jamais. Jamais. Sur le Christ, on m'a jamais rien demandé. Ouais. Non, jamais, je suis franche. Oui, jamais. Ou sur les grands personnages de l'histoire? Non. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. J'aimerais bien. C'est ça. J'aimerais bien, c'est vrai. Retourner dans le passé pour savoir dans des instants précis ce qui s'est réellement passé. Oui. Et alors, évidemment, des hommes extraordinaires qui ont marqué l'humanité, comme Mahomet, comme Jésus, comme Bouddha, avoir des choses sur leur vie. Ah oui, vous me donnez une idée, là. Hein, ça pourrait être passionnant. Jocelyn Morisson, qu'en pensez-vous? Eh bien oui, c'est un sujet passionnant. Vous savez qu'il y a une forte actualité autour de Jésus actuellement, puisqu'il y a 2 choses en fait. On vient de découvrir des manuscrits. En fait, on vient de traduire en fait des manuscrits. L'évangile de Judas, qui parle de Judas, voilà. Mais il y a une autre actualité qui est que l'auteur, un des 2 auteurs de ce fameux livre qui s'appelle L'énigme sacrée,
qui ont attaqué Dan Brown, l'auteur de Da Vinci Code, en procès et qui viennent de perdre leur procès. Le procès s'est déroulé à Londres. D'ailleurs, Dan Brown s'est déplacé lui-même pour... Absolument. Donc Dan Brown a gagné son procès. Il n'a pas plagié l'énigme sacrée qui est sorti en 1981, je crois. Et un des auteurs de l'énigme sacrée, donc Michael Badgant, vient de sortir un nouveau livre qui s'appelle The Jesus Papers, donc des documents relatifs à Jésus qui seraient à nouveau des manuscrits secrets qui auraient transité de coffre bancaire en coffre bancaire au cours des années, et qui à nouveau donc évoque cette thèse selon laquelle Jésus aurait eu une descendance avec Marie-Madeleine, etc. Qui est la même thèse qui est au centre du Da Vinci Code. Je voudrais demander à ce monsieur, mais vous, est-ce que vous faites de la recherche? Est-ce que non, on l'a plus en ligne d'ailleurs. On l'a plus en ligne. Oui. Mais en revanche, je vais me tourner vers Bertrand Meheust. Bertrand Meheust, quand on a, j'allais dire, sous la main ou la capacité de discuter avec quelqu'un comme ce monsieur dont vous nous avez parlé, cet Américain, Joseph McMonigle. Voilà, Joseph McMonigle. Pourquoi lui pose-t-on pas ce genre de questions? Eh bien, à Monigle proprement dit, je ne sais pas si on lui a posé, mais on l'a posé à d'autres. Alors, il existe un courant de recherche qu'on appelle l'archéologie psychique, qui est aux États-Unis est mené par un chercheur qui s'appelle Schwartz. Donc, il n'est pas voyant lui-même, mais il organise des recherches archéologiques. Et pour cela, il utilise non pas un, mais plusieurs voyants. Si vous voulez, c'est comme un chasseur qui chercherait avec une meute. C'est le concept tout à fait nouveau. Et donc, le travail se fait par étapes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un travail sur carte très précis, etc., à partir des bases historiques, et là-dessus, il met sa meute. Par exemple, on le sait peu, mais la découverte du phare d'Alexandrie, c'est par ce biais-là qu'elle a été effectuée. Ah bon? Oui. Et grâce à des voyants, vous voulez dire? Oui. Et donc, les résultats qui ont été obtenus dans ce domaine sont très étonnants. Il y a peu de temps que j'ai commencé à étudier ce dossier, c'est très surprenant. Les voyants obtiennent une très grande précision, parce que parfois, lorsqu'ils demandent de creuser, c'est de la précision de l'ordre du mètre, vous voyez. Ah oui, effectivement. Et donc, c'est un dossier qui est en train de se développer actuellement, qui est très intéressant. On parlait tout à l'heure du Christ, par exemple. Tout ce qu'on pourrait dire sur le Christ, si vous voulez, ça ne permet pas d'être testé. On peut raconter ce qu'on veut sur le Christ, bien. Tandis que pour ce qui est, par exemple, d'un champ un site archéologique, l'entrée d'une grotte, une pièce à trouver dans le sol, etc. Il y a un moyen de vérification, évidemment, c'est la découverte de l'objet lui-même. Tout à fait, Bien. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer actuellement et auquel il y à l'Institut métapsychique un thésard qui est en train de terminer sa thèse donc d'archéologie, qui est en train d'organiser des recherches là-dessus et ça a l'air très prometteur. Oui. Yolande de Châtelet, ça vous intéresserait de participer à ce genre d'expérience ça? Oui. Sur le passé, en fait, sur notre histoire? Si, franchement, ça m'intéresserait. Ah oui. Je suis preneur. D'accord, monsieur, d'accord. Bougez pas, on va monter une expérience et on vous rappelle, on met ça en place. Là, je vois Pierre Massias qui est à mes côtés, qui est en train de prendre des notes. Il va nous monter quelque chose qui va être intéressant. Mais dites-moi, Bertrand Meheust, je reviens encore quand même sur ces personnages mythiques, même sans aller peut-être aussi loin dans le temps que l'histoire concernant les grands prophètes. Mais par exemple, le trésor des Templiers, puisqu'on a cité le Da Vinci Code tout à l'heure. Est-ce que les voyants pourraient pas permettre d'élucider cette affaire? Je sais pas, c'est peut-être... Vous voyez les grandes énigmes historiques, quoi. Oui, mais je pense, la prudence scientifique exige qu'on parte de dossiers moins mythiques peut-être, mais plus concrets. Un peu plus solides. Je sais pas si c'est... si vous voulez découvrir l'entrée d'une grotte, découvrir une stèle, découvrir une pièce, etc. Si vous voulez, l'intérêt est double. Supposez que, par exemple, un voyant arrive à découvrir l'entrée d'une grotte préhistorique avec des fresques, par exemple. Ah oui, ce serait fascinant. D'une part, ça serait un progrès pour l'archéologie, mais ça serait aussi un débouché pour la métapsychique. Ouais. Mais dites-moi, là, vous avez dit que le phare d'Alexandrie a été redécouvert grâce à des voyants. Oui. Un petit peu plus d'explications. Je peux pas vous donner le détail parce que je l'ai pas en tête, mais je sais que c'est le cas. C'est dommage que je puisse pas vous donner plus de précision, mais
dans une autre émission éventuellement, parce que bon, c'est pas vraiment ma spécialité. Hein, d'accord. J'ai connaissance du dossier comme ça. Une pause, 0826 300 300, et on se retrouve tout de suite après parce que j'ai encore 12 000 questions à poser à Yolande de Châtelet et à Jocelyn Morisson pour parler également de son bouquin. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure puisque nous sommes ensemble pour les aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. En télépathie, moi... Robbie Williams, She's the One dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec ce dossier passionnant de la voyance. On pourrait rajouter encore 2 heures de plus, qu'on aurait énormément de choses à se raconter. Yolande de Châtelet, voyante donc, est en notre compagnie. Bertrand Meheust est avec nous au bout du fil. Jocelyn Morisson également. Une chose concernant les voyants et leur talent. Alors là, je vais poser la question aux uns et aux autres, mais à vous, à commencer par vous, Yolande de Châtelet. Vous qui avez ce don de voyance, est-ce que vous pourriez me donner les numéros du loto? Ah non, jamais. Je donne jamais les numéros du loto. Vous voyez comme vous êtes contrariant. Je serais très riche, moi. Ouais. Et ça marche pas, ça fonctionne pas, ça? Non. Enfin, tout ce qui a un rapport avec l'argent. Moi, non. Pour moi, non. Il y a des gens qui me le demandent, mais non. Ah oui, ça j'imagine. Non. Ça. Non. Même pour vous? Non, ça marche pas. Bertrand Meheust. Je n'ai pas essayé. Vous avez. J'ai même pas essayé. Arrêtez, on va vous demander d'essayer. Bertrand Meheust, est-ce que vous en connaissez des cas comme ça qui ont eu, les numéros du loto? Ça peut arriver, je sais pas, hein. Non, j'en connais très peu. Je confirme ce qui vient d'être dit. En réalité, la plupart des voyants semblent incapables d'utiliser leurs dons pour l'argent, pour des intérêts personnels. Ça a été le cas d'Alexis Didier aussi. Ah oui, avec ce talent extraordinaire, on se dit bon, mais finalement non, il y a comme une barrière déontologique, quoi. Alors, il y a, si vous voulez, c'est l'endroit où, bien entendu, la faille où les sceptiques s'engouffrent, parce que leur raisonnement consiste à dire si de tels phénomènes existaient, alors le loto serait impossible, etc., etc. Ouais. Alors, soit il y a 2 cas de figure possibles. Soit nous sommes l'objet d'une gigantesque fantasmagorie et nous n'arrivons pas à trouver nous n'arrivons pas à analyser les causes de cette fantasmagorie, mais nous sommes l'objet d'une illusion quand nous disons que la voyance existe. Vous voyez. Soit il y a un système effectivement moral, psychologique, une sorte de barrière qui fait que c'est très étrange. Je pense je suis en train d'étudier le cas d'une des plus célèbres voyantes irlandaises, une sorcière en même temps qui s'appelait Biddy Hurley, qui était réputée pour tous les phénomènes extraordinaires qu'elle a produits. Eh bien, elle avait une particularité, c'est que quand quelqu'un, par exemple, venait lui voler un objet ou lorsqu'elle était elle-même victime d'une escroquerie, elle ne savait pas le voir. Oui, ça fonctionnait pas. Non, Bertrand Meheust, Yolande de Châtelet, Jocelyn Morisson, accueillons Jacqueline qui nous appelle pour nous raconter une histoire qu'elle a vécue. Alors elle, c'était une consultation, figurez-vous, Yolande. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, monsieur. On vous écoute, Jacqueline. Voilà. D'accord, je vais me dépêcher. Allez-y. Parce que je travaillais dans le nord de la France et donc j'avais une collègue qui voyait une voyante régulièrement. Ouais. Un jour, elle m'a demandé de l'accompagner. Bon, moi, je l'ai faite, quoi. Ouais. Et donc, je suis arrivée chez cette voyante, rue Nard, à Roubaix. C'était Madame Denel. D'accord. Elle est décédée, cette dame, depuis le temps, naturellement. Ouais. Bon, alors donc, cette ma collègue, donc, elle a passé au cabinet. Et puis, lorsqu'elle est ressortie, la voyante me voyant dans la salle d'attente, me dit écoutez madame, elle m'a regardé mais d'une drôle de façon, puis elle m'a dit j'aimerais vous faire une voyance. Et moi j'avais horreur de ça, je vous assure, j'avais peur. Et puis je me suis quand même laissée influencer. Et elle m'a demandé simplement la photo de mon mari. Et j'en avais une dans mon portefeuille. Donc je lui ai donné une photo de mon mari. Ouais. Et donc elle m'a dit écoutez madame, votre mari c'est un monstre et je vois la mort. Vous allez divorcer parce qu'il va chercher à vous faire mourir. Alors je suis sortie de là, elle m'a dit pas mal de choses et je n'ai même pas dû payer la consultation. Moi j'étais dans un état pas possible. Ça m'a travaillé et puis pour finir à plusieurs reprises. J'ai courte parce que je vois que l'heure avance. Mon mari a essayé nous étions partis en Ardèche et j'ai bien remarqué qu'il avait essayé de me pousser. Nous étions dans un endroit où il y avait beaucoup de pierres et avec, comme pas un ravin, mais il y a beaucoup de caillasses. Et là, je me serais fracassée. Là,
Là, j'ai senti que vraiment il y avait quelque chose. Et cette dame m'avait dit, vous savez, vous-même, vous êtes un peu médium et vous pourriez faire de la télépathie. Donc méfiez-vous. Donc après, j'avais tout le temps ça dans la tête et à plusieurs reprises, je ressentais qu'il y avait quelque chose contre moi, mon mari. Et à un moment donné, je suis tombée malade. Et on a fait j'ai demandé à faire des analyses et en effet, il me mettait un genre de poison. Et là, alors donc... C'est lui, vous voulez dire, qui essaie de vous empoisonner? Il voulait m'empoisonner. D'accord. Et toujours avec son air parce qu'il avait déjà été marié, et moi aussi, malheureusement, j'étais veuve, quoi. Et donc, j'avais déjà été prévenue par sa première femme, comme quoi qu'il fallait que vous méfiez. De bonhomme, quoi. Ouais. Et puis, moi, je l'aimais, j'avais été... Ouais. Mais bon, alors là, je me suis rendu compte, et puis, je n'ai pas porté plainte, mais j'ai divorcé. Et puis j'ai eu avec mon avocat, j'ai eu gain de cause naturellement. Et cette dame avant, elle m'avait dit mais de toute manière elle sera punie. Et bien sûr moi je suis venue dans le Gers étant donné que j'avais peur, j'avais terriblement peur. Je suis venue dans le Gers, j'avais des amis dans le coin. Et puis en 97, parce qu'il a fait du tort encore après moi à d'autres personnes. Et en 97, j'ai su par mon ex-docteur de famille qu'il avait une hémiplégie irréversible. D'accord. Alors donc vous voyez que la voyante avait vu. Voilà. Si j'avais pas écouté cette voyante, si j'avais pas eu le flair, eh bien à l'heure actuelle, je ne serais plus là depuis longtemps. Merci Jacqueline pour ce témoignage qui soulève plusieurs questions. Première chose, Yolande de Châtelet, est-ce qu'il vous est arrivé comme ça d'avoir des choses un peu particulières à annoncer ou pas à la personne qui était en face de vous? Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, mais il faut faire attention aussi. Il faut faire très attention. C'est difficile, ça. C'est des choses... Ah oui. Bon, mais ça m'est arrivé, forcément. Là, vous pensez par exemple dans le cas de Jacqueline que la voyante aurait pu induire justement cette méfiance de Jacqueline vis-à-vis de son mari. Remarquez si cette voyance était une bonne voyance et puis elle a d'après ce que j'entends, d'après ce que Jacqueline dit, quand même ça lui a rendu service à elle. Ah complètement, oui, visiblement. Complètement, oui. Bon, alors je pense que cette voyance a peut-être eu raison, je pense. Ah oui. Et en revanche, deuxième question qui est soulevée par le témoignage de Jacqueline, est-ce que vous êtes capable quand vous croisez quelqu'un ou quelqu'un rentre dans votre cabinet, de déceler, vous avez ce don de voyance? Oui, ça m'est arrivé, mais ça m'arrive pas souvent. Mais il y en a pas beaucoup non plus. Non, il y en a pas beaucoup, mais surtout sur le magnétisme. Des gens maintenant qui sont installés, qui travaillent très bien. J'en ai eu 2 et qui ne pensaient pas du tout avoir du magnétisme. Et puis je leur ai dit, je me rappelle, monsieur, j'ai dit mais monsieur, mais vous avez un magnétisme? Oh non, c'est pas vrai. Et si. Et 2 personnes. Si, 2 personnes. Ça, vous l'avez senti quand ils sont... Ah, ça, j'ai vraiment senti, Là, j'ai vraiment ressenti, Ouais. Moi, j'en ai du magnétisme, Garisseur. Non. Visiblement, non. Moi, décidément, je n'ai... Seul talent de la radio, c'est déjà pas si mal. Jocelyn Morisson, passons à un autre sujet et parlons un petit peu du futur, parce que vous en parlez dans la deuxième partie, justement, de votre ouvrage qui s'appelle La voyante et les scientifiques. Oui, tout à l'heure vous disiez que je parlais de l'histoire de la voyance. En fait, je me suis plus intéressé dans la deuxième partie à ce qu'on appelle le corpus scientifique de la parapsychologie, donc plutôt contemporain. Donc je parle bien sûr de Joseph McMonigle, du programme Stargate et ce genre de choses dont on parlait tout à l'heure avec Bertrand Meeus. Mais j'évoque aussi les travaux récents qui portent sur la notion d'inconscient, l'inconscient cognitif, ce genre de choses. Et bien sûr, je peux pas ne pas évoquer quelqu'un comme Rupert Sheldrake, qui est un biologiste britannique qui fait des travaux vraiment très intéressants sur tout ce qui est perception extrasensorielle, télépathie, voyance, toutes sortes de choses. Donc, tout à l'heure, on parlait du Titanic et d'événements comme ça qui ont une portée, une résonance mondiale. Sheldrake s'est intéressé au cas de prémonition qui concerne le 11 septembre. Oui, justement, je voulais conclure avec ça. Oui, il a trouvé des cas. Alors évidemment, c'est difficile de trouver des choses a posteriori, donc il faut vérifier qu'effectivement elles étaient valides. Alors il y a quelques cas qui ont pu être documentés de gens qui ont eu des rêves prémonitoires, qui ont eu des visions
des gens qui n'ont pas pris l'avion ce jour-là, etc., ce genre de choses. Donc il a quand même quelques cas assez intéressants. Ouais. Mais sur l'aspect théorique, vers quoi on s'oriente finalement, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Sheldrake ou d'autres chercheurs, comme je pense à Dean Radin notamment, qui est justement un des pères du projet Conscience Globale, pour lequel l'événement du 11 septembre aussi a eu une résonance très importante. Hein. Vous savez, c'est ce phénomène de conscience collective qui agirait sur des machines qui sont des générateurs de nombres aléatoires, qui sont une espèce d'ordinateur. Qui les influence. Voilà, qui seraient influencés par un effet de conscience collective. Bon, ces gens-là s'orientent vers une espèce de théorie où la conscience serait une sorte de champ étendu dans l'espace et dans le temps. Voilà ce vers quoi on travaille, enfin les pistes, les hypothèses qui sont explorées à l'heure actuelle, comme s'il y avait une sorte d'espace. Alors à partir des théories de David Bohm, qui était un élève d'Einstein, on parle d'espace des phases. Ça serait quelque chose dans lequel naîtrait la conscience, mais qui transcenderait finalement l'espace-temps, qui serait pas du même domaine que l'espace-temps. Alors est-ce que la physique des cordes, par exemple, va nous amener vers ça? Pour l'instant, on ne peut faire que des analogies. On sait qu'en physique quantique, il y a un lien mystérieux entre des photons, entre des particules élémentaires qu'on est incapable d'expliquer à l'heure actuelle. Peut-être que ça, c'est une piste pour expliquer ces phénomènes de perception extrasensorielle. Bertrand Meheust, la physique quantique va nous aider peut-être dans l'avenir à comprendre comment fonctionne le phénomène de voyance. Écoutez, franchement, ça, je sors complètement de mes compétences là. Les gens qui, disons, certains le disent, oui. De toute façon, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'un jour ou l'autre, si de tels phénomènes existent, il faudra bien que la physique en rende compte. Bien sûr. Ils ont disons une application cosmologique, pas seulement psychologique. On sort de la psychologie. C'est la structure de la réalité qui est atteinte. Donc la physique quantique ou autre chose, mais en tout cas la physique, certainement. Je suis pas compétent pour dire si c'est la physique quantique ou une autre branche de la physique, mais je suis convaincu qu'un jour ou l'autre... la science, au moins, réussira à comprendre. Oui, ou du moins, elle est sommée de le faire. Elle est sommée de le faire. Personnellement, je suis absolument convaincu de l'existence de ces phénomènes, et donc je pense que le fait qu'on fuit leur prise en charge est un symptôme vraiment très, très frappant de notre culture. En tout cas, il faudra qu'un jour ou l'autre, la science et la philosophie s'en mêlent. Oui, tout à fait. Merci en tout cas beaucoup Bertrand Meheust de nous avoir accompagnés et d'avoir été notre référent pendant ces 2 heures. À très bientôt sur Sud Radio. Puis moi, je voulais vous dire un grand merci, monsieur. Eh bien, oui. Oui, pour la préface. Merci beaucoup. Ah, c'est à moi que vous parlez? Oui, tout à fait. D'accord, merci de me remercier. Au revoir Bertrand Meheust. Bonsoir. Au revoir. Merci Jocelyn Morisson, à très bientôt. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Les Trois Orangers. Ça s'appelle La Voyante et les Scientifiques. Je me tourne vers vous, Yolande de Châtelet, pour la conclusion de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, c'est toujours un plaisir que de discuter avec vous. Merci, mais c'est moi qui vous remercie. Et puis, merci beaucoup Sud Radio. Attention, on a pris date. Il y a des expériences sur l'archéologie et sur la voyance, sur le passé et notre histoire qui peuvent être intéressantes. Oui. C'est d'accord. Je pense qu'on va en faire d'autres belles émissions. Merci beaucoup Yolande de Châtelet. Merci puisqu'on en est aux heures des remerciements à Grégory qui a réalisé cette émission, Cyril qui était au standard et Pierre Massias pour la fabrication de cette même émission.